Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole à une jeunesse consciente pour décortiquer ensemble deux thématiques qui participent non seulement à l'éclosion intellectuelle de cette jeunesse, mais aussi à l'évolution de notre magnifique continent, l'Afrique. Génération News, vous connaissez le procédé scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons nous intéresser à ces personnes-là qui sont considérées comme notre second papa ou notre seconde maman. On parle évidemment des oncles et des tantes. Quel rôle, sinon quel impact de la tante ou de l'oncle dans notre évolution, en d'autres termes dans notre éducation. Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, toujours dans le cercle familial, nous allons cette fois-ci parler d'une expression qu'on utilise couramment sur le continent. On parle du linge sale qui se lave en famille. Une façon de dire qu'on résout des problèmes en famille, mais est-ce toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que le linge sale se lave encore en famille? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ce sont des habitués pour la plupart du plateau Génération News. Edwin, vous êtes juriste. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation Génération News. C'est moi, Régis. Et juste en face de vous, nous avons Valentin, écrivain, mannequin. Merci en tout cas d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Et nous avons sur ce plateau une journaliste, enfin on va dire étudiante en communication. Il s'agit de Regina, c'est un peu le féminin de Régis. Donc je suis très content de te recevoir. Première participation à Génération News, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci également. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Regina, honneur aux femmes. Donc je vais démarrer avec toi sur cette première thématique. On parle justement de l'oncle et de la tante. L'idée ici, c'est de savoir un petit peu quel a été leur rôle. Moi, la question que je te pose, c'est quelle est la considération que tu as aujourd'hui pour ton oncle ou pour ta tante? Alors aujourd'hui, mon oncle et ma tante, ils ont une place très importante dans la mesure où ils ont participé à mon éducation. Dès le bas âge, personnellement, j'ai pas grandi avec ma famille, j'ai grandi avec mes grands-parents. Et dans cet environnement-là, c'était un peu mon oncle et ma tante qui assuraient le rôle de parents. D'accord. Et justement, comment ça se passait, je veux dire, avec l'oncle? Est-ce qu'il y avait cette forme d'autorité-là? La tante aussi, quand tu dis qu'elle a joué le rôle de la mère, c'était vraiment dans quoi? Dans l'éducation, mais précisément sur quoi? Bon, précisément... disons que ma grand-mère elle tapait pas sur moi. Ouais, d'accord. Elle ne sévissait pas sur moi. Ouais. Mais quand je pouvais avoir un comportement déviant avec d'autres personnes, ils allaient trahir à ma tante et ça Derrière, il y avait la punition. Il y avait la punition. C'était vraiment la mère qui était présente pour moi. Qui m'a appris, durant mes premières menstruations, qui m'a appris comment gérer, qui m'a appris la vie, on va dire ça comme ça. Et mon oncle, c'était clairement mon papa. C'est-à-dire que lui, je le voyais comme, comment dirais-je, une autorité très forte en fait. C'est-à-dire dès que tu vois l'oncle par exemple arriver, si jamais tu es avec une personne... Je fouillais. D'accord. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toujours rester avec eux, est-ce qu'aujourd'hui tu as quelque part ressenti depuis que tu es là aujourd'hui, tu as évolué, tu as pris de l'âge, aujourd'hui tu suis une formation, tu es à l'étranger. Est-ce que toute cette évolution-là, quelque part, avec du recul, tu te dis merci, parce que là tu vis à l'étranger, tu es toute seule, donc il y a cette forme de liberté qui s'installe, mais est-ce que quelque part, à chaque fois que tu veux dépasser un petit peu les bornes, comme on dit, est-ce que tu as toujours la voix de l'oncle ou de la tante qui... Bien sûr, je peux prendre un exemple, les réseaux sociaux, moi je ne publie pas ce que je veux sur mon statut ni sur mes réseaux parce que j'ai toujours mon oncle et ma tante qui sont là présents et qui me disent ça tu m'enlèves ça parce que ça se fait pas, tu ne dis pas ceci parce qu'on ne le fait pas, donc oui, j'ai toujours cette présence et je me dis même que c'est le rôle que chaque oncle et chaque tante devrait avoir dans la place de son neveu ou sa nièce parce que voilà, ça a un peu fait mon éducation et actuellement à l'étranger, je ne me permets pas aussi de faire ce que je veux. L'oncle et la tante, Edwin, c'est vrai que dans le jargon ou encore dans notre tradition, dans notre culture, c'est vrai qu'on dit la tante c'est la petite mère, l'oncle c'est le petit papa aussi quelque part, mais on a l'impression souvent qu'ils sont décriés parce qu'on estime qu'il y a très peu d'implication parfois de l'oncle ou de la tante dans l'évolution de la personne que nous sommes. Alors, permets-moi d'abord juste de revenir sur la définition de ces deux expressions. Alors ici, j'ai envie de savoir, on est dans quel cadre? Est-ce qu'on est dans un cadre purement universel, si je peux le dire ainsi, ou on est dans un cadre typique africain? Ouais.
ça, il faut le préciser. Si on est dans un cadre typique africain. L'oncle, c'est le frère de la mère. Et la tante, c'est la sœur du père. On peut aller plus loin dans certaines traditions où on dit la tante aussi, c'est la nièce du père. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, alors, une fois ceci dit, on a un oncle, donc le frère de la mère. Oui. On a une tante, la sœur du père. Quel rôle jouent ces deux personnes dans notre famille ou dans notre éducation? On va dire qu'ils servent de complément aux parents. L'oncle, du côté de la maman, remplace un peu le papa. C'est donc l'autorité. Parce qu'on sait que nos mamans, de nature, elles sont douces. Donc elles ont souvent du mal à nous sévir lorsqu'on commet certaines bêtises. Donc c'est l'oncle un peu qui prend le relais. C'est lui qui assure un peu, qui s'assure, j'ai envie de dire, que l'on ne commette pas toutes les bêtises. Maintenant, la tante, à l'inverse, du côté du papa, c'est celle-là qui remplace justement la maman parce que le papa, c'est l'autorité. Donc, comme dans la vie d'un enfant, il faut, on va dire quoi, une balance. Donc, il faut la carotte et la chicotte. Donc, c'est ces deux personnes-là qui jouent un peu ce rôle-là dans notre quotidien. Alors, c'est vrai que quand on voit un peu la réaction de beaucoup de jeunes, alors ça peut aller dans ce qu'on peut appeler une forme de plaisanterie, cousinage à plaisanterie, mais on a l'impression que les oncles sont parfois décriés. On voit un peu sur les réseaux sociaux les taquineries sur les oncles ou les tantes. Généralement, on se dit, bon, ce sont des gens qu'on peut facilement, je ne vais pas utiliser le terme, mais pourquoi aujourd'hui il y a une connotation plutôt péjorative sur les oncles et les tantes? En fait, il faut dire que d'abord, c'est par rapport au comportement de ces derniers. D'accord. Ça, c'est un. Si un oncle a trop sévi, on le verra comme quelqu'un de foncièrement méchant. Mais après, il faut comprendre qu'il ne le faisait pas forcément parce qu'il ne voulait pas de notre bien. Non, en fait, c'était pour nous ramener à l'ordre. Tout comme la tante aussi, comme je l'ai dit. En fait, c'est vrai, comme j'ai dit, que la tante pouvait être considérée comme celle qui remplace la mère avec la douceur. Mais attention, il y a des tantes aussi qui pouvaient être un peu dures, on va dire. Donc, tout dépend des relations, des types de relations que chacun a eu avec sa tante ou son oncle. Donc chacun parle de son expérience en fait. Exactement, c'est une question d'obéissance et plus en obéissant derrière, je suppose qu'on n'a pas de souci également. Valentin, c'est vrai que comme on dit, on va rester, c'est vrai que Edwin parlait du cadre purement universel, mais on restera dans le cadre africain, c'est ce qui nous concerne ici justement. Et dans ce cadre-là, effectivement, Edwin a essayé de l'expliquer, mais c'est parfois un peu complexe et compliqué parce qu'il y a plusieurs branches qui nous ramènent à la tante, à l'oncle et tout le reste. Moi, je vais revenir un petit peu sur le sentiment que nous avons. Nous, quand je parle de nous, c'est le neveu, c'est le fils et j'en passe. Et on a l'impression qu'on juge la valeur ou l'implication de l'oncle ou de la tante en fonction du chéquier. C'est-à-dire que plus l'oncle sort de l'argent, il envoie des transferts d'argent ou bien qu'il s'implique de manière financière, à partir de ce moment-là, on voit l'implication de l'oncle ou de la tante. Est-ce que toi également, tu es dans cette philosophie-là ou bien eux, ils ont un autre rôle à l'image de ce que Regina et Edwin viennent de dire au-delà de l'aspect financier? Très belle question. Moi, ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que... c'est mon avis personnel. Bien sûr. L'implication financière, de manière générale, c'est ce qui, pour le coup, fait en sorte que le neveu ou la nièce puisse dire que non, cet oncle-là ou bien cette tante-là, vraiment, je l'aime. Oui, de manière générale. Okay. Parce que si on enlève le côté où l'oncle et la tante sont un peu stricts et tout ça là, ils vont dire que non, bon, ils sont stricts, mais quand même, côté pesos, bon, ils donnent quand même. Sort pas, quoi. Ça sort bien. Donc, je peux pardonner, je peux fermer les yeux par rapport à ça. Il y en a qui disent que non, mon oncle, c'est le Père Noël. Ma tante, vraiment, c'est la Mère Noël, elle me gâte, elle fait ceci, elle fait cela et tout cela. Donc, j'aime. Mais... par rapport à moi, je vois pas tant cette implication financière comme étant une façon de jauger leur implication. Ouais. Parce qu'au-delà de cela, il y a également les valeurs qu'ils nous inculquent. Pour mon cas,
Je considère l'un de mes oncles comme étant une figure paternelle. Comme Edwin a eu à le dire, l'oncle remplace souvent le papa. Donc, au vu de cet oncle-là, moi, je voyais un père qui, pour le coup, a toujours été présent. Pas toujours présent, mais il a fait de son mieux, quoi. Il a fait de son mieux. Il n'était pas souvent là, mais le simple fait de le voir et de voir comment il agissait avec ses enfants, je me disais, waouh, je vais faire de mon mieux pour pouvoir, pas le plaire, mais pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse me remarquer pour dire que non, ah, tu fais bien, tu fais ceci bien, tu vois. On peut attirer ses bonnes grâces. Mais au-delà de cela, un jour, il m'a dit, bah, t'inquiète pas, je vois ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de trop faire ou bien de te démarquer des autres. Voilà, de vouloir mettre la lumière sur toi. Ouais. Fais ce que tu sais faire de mieux. Évite d'emprunter les mauvais chemins ou d'avoir des mauvaises fréquentations. Ça, dans le cadre éducatif. Ouais. Qui, pour le coup, aujourd'hui, je me rends compte que c'était le bon conseil qu'il m'avait donné. Donc, sans pour autant qu'il y ait une implication financière. C'est venu bien après, mais c'était plus sur les conseils qu'il me donnait que je me suis dit que waouh, c'est quelqu'un qui, pour le coup, m'inspire de beaucoup. C'est pareil pour la tante aujourd'hui? Pour la tante, je dirais également, c'est quelqu'un qui était quand même sévère, mais mais sévère dans quel sens? Après, je ne suis pas contre avec les personnes qui sont sévères. Ça montre juste une forme d'autorité. Ça montre une forme d'autorité et une certaine bienveillance. Ouais. Après, c'est discutable pour certains. Ça montre une certaine bienveillance. La manière dont elle était sévère, c'est dans la mesure où elle m'interdisait de faire certaines bêtises ou bien d'avoir certaines légèretés. Okay. Elle me disait, Prince, tu es un homme, ça ne se fait pas. Ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. À un moment donné, je voyais que c'était un peu trop, on me tapait un peu trop sur les doigts, mais je me disais que mais je ne peux pas faire ce que je veux et tout ça. Après un jour, après mûre réflexion, je me suis rendu compte que si elle m'interdisait de faire X ou Y chose, c'était pour avoir une certaine image, avoir une certaine posture. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bon, là, je juge un peu trop vite, parce qu'il y en a certains sur les réseaux qui disent que non, les tantes sont des vipères. Ouais. En fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que sur les réseaux, on attaque très vite et très facilement les oncles et les tantes. Ouais. Et à un moment donné, elle a commencé à me prendre comme son fils. Je me suis dit que, waouh, bon, ça ne me dérange pas tant que ça. Je vais suivre la vibe. C'était très intéressant. Et ça, franchement, par rapport à la question de base, je trouve que ça dépend des affiliations. D'accord. Edwin allait le dire, ça dépend des relations qu'on entretient. Parce que moi, si de mon côté, ça le fait très bien avec mon tante et ma tante et mon oncle, peut-être pour Regina, ça serait pas pareil. Pour Edwin, ça serait peut-être différent. Donc, c'est au cas par cas. On ne peut pas donner une réponse qui, pour le coup, peut plaire à certains et à d'autres. Oui. Effectivement. Et par rapport à ça, justement, Edwin, avant de donner la parole à Regina, au niveau de la proximité, parce qu'on a l'impression que dans nos familles, on peut certainement dire beaucoup de choses à nos parents, mais avec l'oncle, dans l'éducation, on a l'impression qu'on se retient de dire certaines choses, parce qu'il y a justement cette autorité qui est là. La proximité, est-ce qu'elle est réelle? Moi, je pense que, je ne sais pas pour les autres, mais au contraire, chez moi, c'est plutôt même plus facile avec mes oncles qu'avec mes papas. Parce qu'en réalité, les oncles sont les amis des neveux. Tout comme les tantes sont les amis des nièces. Pourquoi? Parce que l'organisation traditionnelle est faite de telle sorte à ce que c'est l'oncle, on va dire, qui prépare son neveu à devenir un homme. Parce qu'auprès de son oncle, on peut faire des choses qu'on a souvent du mal à faire auprès de son papa. Parce que le père, qu'on le veuille pas, ça reste l'autorité. Donc il y a une certaine crainte. Tout comme la tante aussi, il y a des filles qui ont du mal avec les mamans, mais avec la tante ça passe. Voilà pourquoi on dit par exemple que la nièce est la remplaçante de sa tante dans son foyer. En fait, les gens ne comprennent pas souvent pourquoi on le dit, mais c'est justement parce que c'est la tante qui prépare la nièce à devenir la femme qu'elle doit être demain.
D'accord. Justement, par rapport à ça, Regina, comment ça s'est passé pour toi avec ta tante? Est-ce qu'il y avait justement cette légèreté-là, enfin, cette proximité et légèreté dans la communication, ou bien il y avait au moins cette barrière qui s'installait? Et comment tu te retrouvais à être élevée justement par tes oncles, et si c'est pas trop indiscret, bien sûr? Non, c'est pas trop indiscret. Ma mère, elle m'a eu très jeune. D'accord. Ce qui fait que j'ai dû grandir avec ma grand-mère le temps qu'elle termine les études. Et donc, comme je le disais, dans ce contexte-là, mon oncle et ma tante ont joué le rôle de parents. D'accord. Ma tante, en termes de proximité, c'est vrai qu'elle me laissait, il y avait un laisser-aller. Il y a un laisser-aller, il y a des choses que je pouvais faire avec elle, mais il y a des limites. Je ne peux pas dire ce que je veux devant ma tante, je ne veux pas avoir de langage grossier devant elle. Elle va me dire que tu ne te gênes pas, ma belle. Donc, voilà. Non, mais surtout, quand je parle de proximité, c'est dans le sens, par exemple, d'avoir des confidences, d'avoir une conversation, par exemple, intime avec elle. Est-ce que ça, c'était plus facile pour toi, ou bien ça te demandait vraiment l'effort d'aller vers ta tante, lui confier des Non, des ça, choses? c'était vraiment très facile. Je confiais à ma tante et je continuais à le faire. Des choses que même ma mère, je ne dis pas. Voilà, avec ma tante, on a des secrets classés vraiment que j'ai jamais eu le courage de dire à mes parents. D'accord. Et que peut-être je ne le dirai jamais. Mais avec elle, j'avais cette facilité-là. Parce que non seulement elle me comprenait, mais elle arrivait à résoudre mes problèmes. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu potentiellement on va dire, pas une opposition, mais ce duel? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai ma tante, mais j'ai surtout ma mère. Est-ce que le fait d'avoir reçu l'éducation de ta tante n'a pas un petit peu d'éteint sur celle de ta mère? Ou bien tu as réussi à mettre les deux au même niveau? Bon, disons que ma mère s'est adaptée. D'accord. Parce qu'une fois mes parents mariés, excusez-moi, quand j'ai rejoint la maison de mes parents, elle a trouvé déjà que mon éducation était toute faite et qu'elle n'était pas mauvaise. Donc ma mère s'est juste adaptée à ce que ma tante m'avait appris, et mon oncle également. Et voilà, il n'y a pas eu vraiment de confrontation, non. D'accord. Valentin, généralement, c'est un peu le problème qu'on a, parce que quand on reçoit l'éducation d'une autre personne que nos parents, généralement, pour l'enfant, on est un peu perdu, parce que quand tu reviens justement dans le foyer, que tu reçois l'éducation du père, de ton papa, alors que tu as déjà reçu celle de l'oncle, on a l'impression que ça perd un petit peu le jeune ou l'enfant de façon un peu plus directe. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est pourquoi, en fait, nos parents ont toujours cette facilité à nous confier à nos oncles, à nos tantes. Généralement, pendant les vacances, on a tendance à nous envoyer chez nos oncles ou chez nos tantes. Pourquoi, selon toi? La première question, déjà, c'est au niveau de la psychologie de l'enfant, qui reçoit deux formes d'éducation différentes. Par rapport à la psychologie, c'est une question très complexe. Complexe dans la mesure où l'enfant également peut adapter ce qu'il allait recevoir de son oncle, de sa tante, de ses parents. Il peut les adapter à tout un chacun. Quand il sait qu'il est avec son oncle, il peut adapter ce qu'il allait recevoir de son oncle. Quand il est avec sa tante, il adapte ce qu'il allait recevoir de sa tante. Quand il est avec ses parents, après, ce n'est pas une tâche facile. Oui, bah c'est surtout ça. Bon, là, pourquoi je parle de psychologie. Et, ceux qui arrivent à faire cela, vraiment, je dis bravo. Mais il y en a qui, comme tu as pu le souligner, il y en a qui, ça rentre vraiment en confrontation dans la mesure où moi, c'est mon oncle qui a à m'apprendre ceci. Toi, tu m'apprends quoi? Ouais, une confrontation directe avec les parents. Direct avec les parents. Et pour le coup, ça crée des conflits inutiles dans la maison. Dans la famille? Oui, même dans la famille. Et à un moment donné, les parents se disent que non, j'ai fait le mauvais choix de l'envoyer chez sa tante ou bien chez son oncle. Justement, on y est. Pourquoi on nous envoie souvent chez nos tantes? Je pense que, par rapport à cette question, je pense que c'est souvent pour des vacances. Parce que les parents veulent avoir un peu de vacances, un peu de répit parce qu'ils nous ont supportés pendant peut-être 9 mois. 9 mois pour la période qui correspond à la période scolaire. Et ils se disent que non, bon, va voir un peu tes tantes, va voir un peu tes oncles et tout ça là. Pour essayer un peu d'apprendre à familiariser un peu plus avec eux que de rester chez nous. Oui, mais ça, c'est les vacances. Mais il y a vraiment la phase où les parents disent: je te confie à ton oncle ou à ta tante pour ton éducation, pour ton évolution. On a l'impression que les parents se déchargent un petit peu. C'est une impression, hein. Je ne dis pas que les parents sont dans cette optique-là, mais on a vraiment l'impression que les parents se déchargent un petit peu et confient leur éducation à l'oncle ou à la tante. Et pourquoi, selon toi Je reviens sur la réponse à la première question, c'est pour voir peut-être si l'enfant peut s'adapter à une autre éducation. D'accord, ok. Ça, c'est ce que je pourrais dire, parce que
On se dit que, on dit souvent qu'il y a l'éducation qu'on acquiert à la maison, dans la rue, à l'église et à l'école. Et même sur Internet aujourd'hui. Bon. Ouais. Là, c'est... Oui, l'éducation des réseaux sociaux, ouais. Donc, on se dit que, bon, au niveau, dans le cercle familial, il y a l'éducation que nos parents nous donnent, papa, maman. Après, il y a également les autres membres de la famille. Donc, c'est dans cette mesure-là que je peux dire que non, les parents nous envoient souvent au niveau de nos oncles, de nos tantes, pour pouvoir voir si on est à mesure de s'adapter à leur éducation à eux. Ouais. Et si ça peut parfaire la personne qu'on deviendra peut-être demain. D'accord. Il y en a qui parfois ça passe, d'autres ça ne passe pas. C'est un peu plus compliqué. Et quand ils retournent dans la maison parentale et tout ça génère des conflits. Et ils se disent que non, j'ai eu à faire le mauvais choix. D'accord. C'est vraiment ça, Edwin? Enfin, ça reste un argument de la part de notre ami Valentin. Mais est-ce que c'est le seul? En gros, est-ce que c'est la seule raison qui pousse nos parents parfois à nous confier à nos oncles ou à nos tantes pour justement notre évolution personnelle? Bon, moi, je vais toujours rester prudent dans mes réponses. Hein. C'est-à-dire, comme il l'a dit, en fait, c'est pour voir un peu si l'enfant est apte à pouvoir s'adapter à un autre milieu, autre que celui dans lequel, on va dire, il évolue naturellement. Donc, son premier cocon familial, papa, maman. Maintenant, après, il faut comprendre une chose, c'est que nos sociétés africaines sont communautaires. J'entends quoi par communautaire? C'est-à-dire les gens ont grandi ensemble. Et ils ont grandi ensemble, ce n'était pas dans une seule maison. Si vous remarquez bien dans nos villages à l'époque, tu peux aussi bien dormir chez ton grand-père, comme chez son frère, comme chez sa sœur. Donc, c'est ce tout-là qui faisait l'éducation de la personne. Donc, des fois, le parent peut se dire ou pouvait se dire que je ne donne certainement pas tout à mon enfant, ou il y a des choses qui manquent, que je n'arrive pas à transmettre à cet enfant-là. Il serait mieux qu'il aille un peu vers une autre personne pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est pas aussi ce que tu as souligné, désolé de t'interrompre, mais c'est pour aller dans le même sens que toi, est-ce que c'est pas aussi l'élément que tu as souligné au départ, c'est-à-dire cette incapacité par exemple à sévir? J'aime beaucoup mon enfant, je sais que si je dois le recadrer, il faut que j'arrive à sévir, mais si je peux pas le faire, autant le donner à quelqu'un. Ça peut être ça aussi, justement. On a du mal à sévir et on se dit souvent que bon, il y a qui de mieux pour accomplir cette belle tâche que son oncle ou sa tante. Parce que moi j'ai du mal, peut-être parce que c'est le mien, et je me dis qu'avec l'autre ça passera mieux quoi. En fait, c'est cela. Mais bon, tout dépend, c'est les parents eux-mêmes qui savent pourquoi ils le font tout. Regina, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui nous sommes assez reconnaissants justement de l'éducation, de l'apport que nos oncles et nos tantes ont eu sur nous aujourd'hui? Comme je disais, on a grandi, nous sommes aujourd'hui des adultes. Est-ce qu'on est assez reconnaissant? Et s'il va falloir l'être, comment l'être justement vis-à-vis de ces tantes? Je pense que l'exemple est parfait pour toi. Tu as reçu l'éducation de ton oncle et de ta tante justement. Est-ce que cette reconnaissance-là a déjà été faite? Si oui, mais comment tu as eu à remercier ta tante et ton oncle? Bon, disons que la reconnaissance n'est pas encore actuellement, elle n'est pas faite, mais je m'efforce à être reconnaissante comme je peux. Bon. Oui, mais en quoi faisons? Déjà, je respecte mon oncle et ma tante. S'ils me demandent de faire quelque chose, je le fais. Actuellement, je dirais qu'ils sont également présents dans ma vie en termes de finances, surtout. Bah oui, c'est la question. Voilà, en termes de finances, ils sont présents. C'est vrai que mes parents m'envoient de l'argent, mais quand j'en ai besoin, quand je veux faire quelques petits délires, je dis « Tonton, est-ce que tu peux m'envoyer ?» Non, délire dans le bon sens du terme. Délire dans le bon sens du terme, voilà. Important, Tonton, est-ce que tu peux m'envoyer, tantine? Il y a vraiment qu'à ces personnes-là à qui je peux avoir cette facilité. Et oui, je suis reconnaissante, surtout pour l'éducation, parce que quand je vois actuellement
la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vrai que je suis jeune, mais quand je parle des plus jeunes derrière moi, je vois leurs actions, je vois ce qu'ils font sur les réseaux. Je me dis que moi, si mon oncle et ma tante n'avaient pas été là, peut-être que j'aurais fait ceci. Exactement. Si aujourd'hui, j'ai pas disons, pas la maturité, mais j'ai pas la force de m'afficher sur les réseaux sociaux avec peut-être mon partenaire. Pourtant, mes oncles, ils savent qu'il y en a. Mais je peux pas le faire parce que j'ai encore cette éducation-là qui me dit que non. On n'expose pas. On n'expose pas certaines choses, on fait pas certaines choses, tu t'affiches pas dénudé avec une certaine tenue. Donc, et il s'appelle comment l'oncle? Mon oncle, il s'appelle Jordi. Jordi. Et la tante? Elle s'appelle Laetitia. D'accord. Bon, salut monsieur Jordi et madame Laetitia. Oui. Merci en tout cas pour l'éducation. Les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons pour cette deuxième thématique parler un peu de cette expression africaine, parler du linge sale qui se lave en famille. Edwin, je me tourne vers toi justement pour cette expression africaine. Donne-moi un petit peu les détails avant d'entrer en profondeur dans la thématique. Quand on parle du linge sale, on fait allusion à quoi justement et pourquoi ça se lave en famille? C'est une expression simple, hein. On va pas compliquer sa définition. Elle veut tout simplement dire que lorsqu'il y a des incompréhensions en Afrique, les gens doivent s'asseoir et en parler. Chercher à savoir d'où vient l'incompréhension, quelles sont les personnes qui sont au centre, on va dire, de cette incompréhension. Et on va dire à l'époque, pour ne pas dire dans un passé récent, il y avait un cadre bien normé pour laver ce fameux linge. C'est ce qu'on appelait l'arbre ou des cases d'écoute, où dans un village, lorsqu'il y avait une situation, les gens se retrouvaient autour d'une certaine assemblée composée de personnes âgées, on va dire. Chef du village. Voilà, chef du village, certains, voilà. Pour essayer de voir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui est à l'origine et trouver des voies et moyens pour que ça ne crée pas un climat, une mauvaise ambiance, on va dire, dans le village. D'accord. Est-ce que le linge, ce linge sale-là encore, Régina, selon toi, ça se lave encore en famille? Ou bien il y a d'autres laveurs qui viennent dans la famille, mais est-ce que vraiment ça se lave encore en famille? Est-ce que la famille a encore le temps de s'asseoir et de laver ce linge? Africain actuellement, disons qu'il y a certaines familles qui ont gardé ce procédé-là, cette manière de faire. Mais c'est pas ce qu'on remarque maintenant. On ne le remarque plus beaucoup parce que actuellement le linge sale se lave plus sur TikTok, sur les réseaux sociaux. En gros avec les voisins, quoi. Voilà, avec les voisins. Donc non, ce n'est plus trop le cas. En tout cas, ce n'est plus cette manière qui était, ne l'est plus. Et selon toi, qu'est-ce qui peut emmener ça? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce que Edwin disait à une certaine époque? On a un problème, on fait asseoir toute la famille, on en parle. Mais aujourd'hui, comme tu dis, on a l'impression qu'avant de régler un problème à la maison, on doit l'exposer sur les réseaux sociaux, TikTok en l'occurrence. Et même quand on a un décès dans la famille, on vient d'abord pleurer sur TikTok et sur Facebook que d'aller pleurer en famille. Qu'est-ce qui peut expliquer ça aujourd'hui, selon toi? Pourquoi le linge ne se lave plus en famille? C'est la digitalisation, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Les gens maintenant sont plus dans l'optique de se faire voir, de se faire connaître, même leur à la recherche des émotions. À la recherche d'émotions. Okay. D'autres peuvent même aller jusqu'à vouloir la compatie des personnes qui ne les connaissent pas. Exactement. Ce qui n'est pas bien. Donc, comme tu le disais, plusieurs vont d'abord, en cas de décès, ils vont pleurer sur TikTok. Tu apprends le décès sur TikTok, c'est pas quelque chose qui est très bien à faire. Est-ce que Valentin, au-delà, justement, comme elle dit, il y a le principe de digitalisation, le principe de... On a l'impression que Facebook ou les réseaux sociaux, surtout Facebook, ou TikTok, c'est devenu un tribunal émotionnel, le mur de lamentation de beaucoup de personnes, ou même le tribunal de beaucoup de personnes. Quand on veut régler un problème, un litige avec quelqu'un, on va sur Facebook, on lance un live, on expose la personne. Au-delà de ça, dans le noyau familial même, dans le cercle familial, est-ce qu'il ne peut pas avoir des divergences ou bien un dysfonctionnement au sein même de la famille, ce dysfonctionnement qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des fuites au sein de la famille, il y a des réunions, mais on a l'impression que le voisin est au courant de ce qui a été dit dans la famille. Est-ce que la famille elle-même n'est pas le problème de ce linge sale qui ne se lave plus entre les membres d'une même famille?
Je pense que la réponse se trouve dans la question, comme tu l'as si bien eu à le dire. Le problème vient d'abord souvent de la famille. Dès lors qu'on n'arrive plus à gérer le problème entre nous, c'est que on a essayé d'en parler autour des voisins. Ouais. Et ils ont eu écho de ça. Parce qu'il y a souvent ce principe, je vais revenir sur peut-être sur la première thématique, où on disait l'éducation donnée par la tante et l'oncle. Ouais. Quand les parents, on voit souvent les enfants, non, va chez ta tante, va chez ton oncle et tout, et qu'ils acquièrent une autre éducation, quand ils reviennent chez les parents et que les parents n'approuvent pas l'éducation qu'ils ont eu à recevoir de ces oncles et tantes et tout, ça crée des problèmes. Et dès lors, ça fait naître cette histoire de l'insale. Que non, pourquoi tu as éduqué mon enfant de telle sorte? Moi, je l'ai éduqué de la manière suivante. Pourquoi tu as eu à lui inculquer X ou Y chose? Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as à faire. Oui, mais ça, c'est censé se régler entre c'est censé d'abord se régler entre membres de la famille. Oui, ouais. Mais il arrive que de nos jours, que ce soit les parents ou bien les oncles et les tantes et tout ça, ils vont en parler à leurs amis. Ouais. Et ce sont ces amis-là qui, pour le coup, constituent les voisins, qui vont se dire que non, ils vont donner leur avis, leur opinion sur la question. Et dès lors, le problème qui aurait pu être géré au sein de la famille, on voit qu'il y a des personnes extérieures à la famille qui se trouvent mêlées à ce problème-là. Ouais. Dès lors, le linge ne peut pas être lavé en famille. Il y a un humoriste congolais qui dit « Avant que le linge ne soit sale, il ne savait pas qu'il s'agissait de salir ça. Moi, je ne lave pas. » Ouais. Ils vont régler ça. En gros, ici, le problème est là depuis qu'on a détecté, pourquoi on a attendu. Voilà, en fait. Donc, au lieu d'aller en parler aux voisins, viens me voir directement. Au lieu d'en faire un gros problème, tu as remarqué que non, l'éducation que j'ai à donner à ton enfant également, que j'ai à rajouter sur ton éducation, ne convient pas. Viens me voir. Ne va pas d'abord en parler aux voisins, ne va pas d'abord parler à tes amis. Tu peux parler à ta femme, ok, vous venez me voir pour dire que non, tu as à faire de ces choses, tu as à apprendre à mon enfant de ces choses qui, pour le coup, ne reflètent pas ce que moi je veux lui inculquer comme valeur. Ouais. Ok, là pour le coup, ils vont essayer de trouver ce qui peut être fait, ce qui peut être arrangé. Mais non, il y en a qui vont attendre à ce que le problème puisse grossir. Oui, que tout le quartier soit au courant avant de... Et quand ça va éclater, paf! Bah, ça va être plus compliqué derrière à gérer. En fait. L'absence de confiance, Edwin, dans la famille, c'est ce point aussi qui est un peu, on va dire, l'élément central de ce qui peut s'apparenter à un dysfonctionnement au sein de la famille, au point où justement les problèmes ne se règlent plus en famille, mais ça se règle ailleurs que dans le cercle familial. L'absence de confiance, on ne fait plus confiance à notre propre sang, j'ai envie de le dire ainsi. Bon, moi je dirais pas on ne fait plus confiance, je dirais plutôt on manque de sagesse. On manque de sagesse, pourquoi? Parce que on n'arrive plus à retrouver nos repères. Je l'ai dit à long terme de mon propos, qu'il y avait un cadre normé dans tous les villages, qui était cet arbre par là ou cette case d'écoute, c'est selon, qui servait à régler tout cela. Mais encore que, avant d'arriver à ce niveau-là, on arrivait à ce niveau que lorsqu'au niveau de la cellule familiale, on éprouvait toutes les difficultés. Parce que généralement, dans chaque famille, il y a des personnes considérées comme des sages. Exactement. Donc, s'il y a un malentendu entre deux frères ou deux sœurs, ou un oncle et une tante, il y a forcément un grand-père ou une grand-mère qui faisait asseoir les deux protagonistes et qui essayait de régler, de gérer la situation. Et ce n'est que lorsqu'elle n'y arrivait plus, qu'à ce moment, elle portait le problème au niveau, j'ai envie de dire, l'instance suprême qui était le village. D'accord, mais est-ce que dans le cas présent, est-ce qu'il faut engager une responsabilité je veux dire parentale, dans le sens où tu parlais tout à l'heure du grand-père ou de la grand-mère qui joue ce rôle-là, mais on a l'impression qu'effectivement, les gens qui sont censés jouer ce rôle ne sont plus là, d'où la thématique en fait. Soit ils ne sont plus là, donc ça peut s'expliquer, les gens ne savent pas comment faire, soit ils sont là, mais ils ne prennent pas position. Parce qu'il faut aussi le dire, il y en a qui se disent, ah moi de toutes les façons, il y a deux enfants qui se battent, ils ne m'ont pas consulté, moi je regarde, ce n'est pas mon problème. Ouais. Tant qu'on ne m'a pas consulté, je ne vais pas me lever pour essayer de gérer la situation. Alors que ce n'est pas ça la démarche qu'il faut adopter. Il faut plutôt chercher à les convoquer,
savoir ce qui ne va pas et trouver les voies et moyens pour régler le problème avant d'avoir recours au voisinage. Oui, Valentin, tu veux rebondir Je voulais rebondir par rapport à la question que tu as posée concernant la confiance. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans nos familles. C'est qu'on ne sait plus à qui faire confiance, premièrement. Il se passe souvent, et il se passe, je ne sais pas s'il se passera toujours, mais il se fait qu'il y a de ces abus qui se passent souvent dans la famille. Quand on se rapproche de la personne à qui on fait souvent confiance, notamment peut-être l'oncle ou bien la tante, on essaie d'expliquer ce qui a se passer avec un cousin, une sœur ou un frère. Cette tante-là va se dire que non, bon, tu sais, c'est la famille, on ne va pas vouloir, faudrait pas en fait, c'est cette facilité à terre le problème. Ou emmagasiner le problème sans forcément le régler. Et pour le coup, ça crée une certaine frustration au niveau de la personne qui vient exposer le problème. Et pour le coup, la personne emmagasine et garde. À un moment donné, quand la personne se dit que non, j'en ai marre, je suis venu te voir, toi ma tante, toi mon oncle, pour te dire ce qui allait se passer, le problème qu'il y a. Tu as voulu qu'on puisse taire le problème, alors que ça ne résout pas. Surtout si le problème c'est l'enfant de la tante, donc naturellement elle va vouloir protéger son enfant et ça crée des plans. Il y a ça également qui se rajoute parfois. Donc, tu as préféré taire le problème. Je vais voir mes parents pour leur expliquer clairement ce qui allait se passer. Si ceux-là arrivent à apprendre ça et disent pourquoi depuis tout ce temps tu n'es pas venu nous en parler, c'est là où également naît des problèmes. Et pour le coup, là, le linge sale ne peut plus forcément se régler en famille parce que le problème était là depuis, on va dire que ça a traîné pendant 5 à 6 ans. Donc, tu avais connaissance de ce problème-là, toi, tante, toi, oncle, tu avais connaissance de ce problème-là. Tu n'es pas venu m'en parler. Mon enfant est venu te parler de ça. Tu as préféré mettre ça sous la table. Alors que tu aurais pu venir m'en parler, on aurait pu essayer de voir dans quelle mesure trouver une solution. Ouais. Mais tu as préféré taire le problème. Là, pour le coup, la chose est exposée. Et la famille est au courant. Ou encore la famille n'est pas au courant, mais j'en ai marre parce que mon enfant il a subir ça. Tu as préféré garder ça pour toi. Non. Là, pour le coup, ça crée des problèmes entre familles. Et pour le coup, là, le linge sale ne peut plus être lavé en famille. C'est lavé en famille. Regina, est-ce que, je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce que Edwin ou Valentin viennent de dire, mais est-ce que toi, par exemple, à l'image de ce que Edwin disait, engager certes la responsabilité parentale dans le sens où nous avons des aînés, des oncles, des tantes, des grands-mères qui jouent justement ce rôle-là. Si on revient, comme il disait, les cases d'écoute ou l'arbre à palabre, l'arbre à palabre, il y avait le chef du village, donc qui rassemblait tout le monde. Du coup, le grand-père ou la grand-mère joue effectivement ce rôle-là. Mais la responsabilité de nous, notre responsabilité à nous, de l'enfant ou encore d'un membre de la famille, c'est aussi quelque part, comme Valentin l'a dit, dénoncer lorsqu'il y a un problème, souligner déjà le problème. Est-ce que toi, tu es du genre à le faire quand il y a un souci? Est-ce que tout de suite, tu engages ta responsabilité en allant vers justement les personnes adéquates et de souligner le problème pour que ça se règle en famille avant qu'évidemment le voisin vienne donner le petit conseil à la tante? Bon, personnellement, non, je ne le fais pas. Je suis plus du genre à garder. Voilà, parce que je me dis que ce qui s'est passé aujourd'hui peut-être ne se refera pas, ça ne se passera pas demain. Mais est-ce que c'est pas une grosse erreur de penser comme ça? Oui, mais il y a des personnes comme ça qui n'arrivent pas à extérioriser ce qu'ils pensent et souvent préfèrent le garder. Mais à un moment donné, disons qu'ils peuvent déborder et puis... Mais oui, je préfère souvent aller vers les personnes, bon, quand je suis à bout, aller vers les personnes là qui sont adaptées à régler mon souci que d'aller ailleurs parce que c'est toujours la meilleure des choses à faire. Et toi, quel est le sentiment, ton ressenti quand tu apprends qu'une histoire de ta famille, aujourd'hui par exemple, se retrouve sur les réseaux sociaux, ou bien c'est le voisin ou le boutiquier même du quartier qui essaye de comprendre un peu ce qui se passe dans ta famille parce qu'il a déjà la moitié de l'information, il compte sur toi pour la compléter. Quel est justement ton ressenti à ce moment-là? Bon, j'ai honte, hein. J'ai honte, je vais pas mentir. C'est pas quelque chose dont je suis fière ou bien j'aurais aimé que ça se passe, j'aurais vraiment aimé que ça reste dans le cocon familial et que le problème ou le souci n'aille pas dans les oreilles des autres, mais
si c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et puis tout dépend également… Est-ce que justement c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter? C'est ça la vraie question. Je pense tout dépend du problème également, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent se gérer en famille. Mais il y a des problèmes, il y a d'autres problèmes aussi, voilà, qui sont plus graves et qui demandent des solutions extérieures. Oui, un avis extérieur en fait, sur la problématique. Souvent, les personnes qui sont concernées ne sont pas adaptées, où il y a cette sensibilité-là qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire preuve de neutralité. Donc, il faut avoir une personne extérieure pour gérer la chose. Mais que de là à ce que ça soit exposé sur la place publique et que tout le monde soit informé, c'est pas vraiment… On voit que tout le monde est curieux aujourd'hui de savoir ce qui se passe dans la vie voilà, tu vois un peu, de tout le monde. Edwin, est-ce qu'aujourd'hui, de ce qu'on observe, c'est vrai, il y a encore des familles soudées, mais il y a des familles aussi qui sont disloquées. Il y a des gens, ça fait plus de 10 ans, 20 ans, qui n'ont aucun contact avec leur famille. Beaucoup ont décidé de s'isoler. Il y a justement, on a l'impression que dans la famille, il y a des infiltrés, parce que dès qu'on fait une réunion de famille, tout le pays ou toute l'Afrique est au courant de ce qui s'est passé dans notre salon au niveau de notre famille. Est-ce que le sang, aujourd'hui, ce liquide rouge qui circule en nous, est-ce que c'est suffisant pour faire une famille? C'est une question assez complexe, hein? Parce que de nos jours, beaucoup disent que la famille, ce n'est pas que le sang. Moi, je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Je ne peux pas répondre par un oui ou un non. D'accord. Mais ce que je peux dire, c'est que si on arrive à ce niveau-là, c'est comme je l'ai dit, c'est parce qu'à un moment, on a manqué de sagesse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et les personnes qui devaient se prononcer ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc elles ont ouvert la porte à ces infiltrés-là, comme tu as dit, et qui n'ont profité que de l'occasion pour tout saccager, quoi. Tout mettre en l'air et puis voilà. Est-ce que le problème, c'est pas aussi le fait d'avoir un peu trop, on va dire, élargi cette famille-là? Quand je parle d'élargir la famille, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as souligné, la famille, ça va, c'est plus large. Aujourd'hui, par exemple, la femme de mon frère, elle fait partie de la famille aujourd'hui. Est-ce que le problème, c'est pas ça aussi? À chaque fois qu'on arrive à élargir la famille, derrière, on ramène des gens qui ne sont pas nécessairement de notre famille, mais qui peuvent aussi voir les choses autrement. Si aujourd'hui, nos belles-sœurs viennent à donner leur avis sur un problème qui parle de restreindre la famille, c'est-à-dire qui ne concerne que les membres de la famille, on est d'accord que derrière, ça devient un peu compliqué. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de se marier, de ramener des gens dans la famille, mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait de l'élargir quelque part? Malheureusement, on ne peut pas, comment dire, anticiper les réactions des gens. Sinon, je ne pense pas qu'il y aurait des mariages où les gens devaient accepter que leur compagne ou leur compagnon se retrouvent dans leur famille. Malheureusement, le constat, il est là. Que faire? Je ne sais pas. Oui, parce qu'il y a des familles, moi j'ai assisté aux réunions, on a dit, d'ailleurs moi je ne sais pas ce que je faisais là, parce qu'à la base c'était une réunion uniquement des membres de la famille. Mais comme j'étais l'ami d'un membre de la famille, je me suis retrouvé à assister à la famille et je me suis rendu compte que dans cette famille-là, c'était beaucoup plus les belles-sœurs qui prenaient la parole que les membres même de la famille. Et moi je me suis dit, bon, si la belle-sœur est tellement impliquée dans le sens, parce que moi je me serais dit, bon, même si elle fait partie de la famille, mais elle n'est pas de la famille. Bon, à partir du moment qu'on donne le feu vert, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Valentin, tu es du Congo-Brazzaville. Est-ce que quelque part, en termes de tradition aussi, même si nous sommes tous bantous, les traditions sont potentiellement les mêmes, mais est-ce qu'au Congo, il y a une autre façon, par exemple, de régler un litige au niveau dans la culture et la tradition congolaise? Waouh! Au-delà de rassembler tout le monde, est-ce qu'il y a une autre façon de régler ça? Ou ça se règle de façon classique, comme on dit, on emmène tout le monde? Je ne peux pas dire que ça se règle de manière classique parce que ça, comme tu as pu si bien le dire, on est d'abord bantou. Au-delà d'être bantou, au-delà d'être congolais, j'appartiens à une ethnie et chaque ethnie a sa manière propre de résoudre justement, de régler des conflits. Bon, on revient un petit peu à la case d'écoute soulignée par… Et honnêtement… Tu es de quelle ethnie? Je suis Mboshi. Mboshi, ok, d'accord. De ce que je peux dire, parce que je n'ai pas la réponse appropriée par rapport à ce qui se fait dans mon ethnie, mais de ce que je peux à peu près dire,
Je reprendrai les mots d'Edwin en disant qu'on manque de sagesse. D'accord. On manque de sagesse dans la mesure où c'est un problème de famille d'abord. On prend les membres concernés de la famille. Ce qui est époux, épouse, etc. On met d'abord de côté. Ouais. On reste entre nous. Parce qu'on a un nom en commun, on partage le même nom en commun. Justement. Donc, on doit se retrouver autour pour pouvoir régler le problème. Au-delà de cela, c'est de voir quels sont les membres de la famille qui sont aptes à pouvoir dire ou à trancher en cas de litige. Exactement. Je pense que c'est... Il faut les identifier déjà. Il faut les identifier déjà. Ou encore se rapprocher de la personne qui, pour le coup, peut sembler être de bons conseils pour pouvoir voir dans quelle mesure cette personne-là peut apporter des éclaircissements quand il y a un malentendu au sein de la famille. Je pense que c'est la chose qui manque cruellement de nos jours. On se dit que non, bon, de toute façon, je ne vais pas le voir parce que on n'a pas assez d'affiliation. Déjà, c'est souvent ça. Et dans une famille où il y a plus de femmes que d'hommes, c'est compliqué parce que je ne suis pas le seul à le dire. Il y a des femmes également qui le disent que quand il y a plus de femmes, il y a plus de problèmes. Ah, donc, bon, Regina nous dira. Il y a le regard de Regina qui n'est pas totalement d'accord, mais elle nous dira pourquoi. En tout cas, donc quand il y a plus de femmes qui pour le coup sont là et que quand le problème vient de la part des femmes, c'est facilement, c'est facile pour elle de taxer que non, l'autre n'a pas pu faire la part des choses. Beaucoup de comparaisons. Beaucoup de comparaisons parce que ça dira que non, moi si j'étais à ta place, j'aurais pas fait ça. Moi c'est... Ok, au-delà de dire que moi si j'étais à ta place, bon, le problème est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est pas de dire que non, si j'étais à ta place, si j'étais à ta place. Non, c'est passé au fait. Le problème est là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire pour résoudre ce problème En fait, on a l'impression que on est beaucoup plus en train de parler, on se comprend, mais on ne trouve pas de solution. On trouve pas de solution en fait. On essaie plus de trouver qui a fait la faute. Oui, que de trouver la solution. Et de dire que non, à ce moment-là, tu aurais dû faire ça. Non, le problème est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait pour le coup? C'est ça en fait. Regina, du coup, je te sentais un petit peu partagée sur l'argument de Valentin. Déjà, je ne pense pas que la sagesse soit affiliée au genre masculin ou féminin. Et de ce que je sais, dans chaque famille africaine, comme Edwin l'a dit, il y a toujours un sage. Que ce soit une femme ou un homme, c'est souvent une personne qui est plus âgée que tout le monde et qui a cette sagesse-là de faire preuve de neutralité afin de trancher les litiges. Mais aujourd'hui, on ne donne plus la parole à ces sages, mais on remarque que ceux qui prennent la parole, c'est ceux qui ont plus d'argent. Parce qu'on donne plus de considération maintenant à ceux qui ont le pouvoir financier que la sagesse. Et je pense que c'est ça le problème, parce que ceux qui ont souvent le pouvoir financier sont des jeunes, mais est-ce qu'ils ont la sagesse Ce n'est pas souvent le cas. Et c'est à ces personnes-là qu'on confie la tâche souvent de trancher des litiges, de régler des problèmes et parfois ils ne le font pas de la bonne manière. Ouais, ça c'est une réalité, j'ai envie de dire, qu'on vit tous les jours. Effectivement, on a tendance à donner la parole à celui qui a... J'aimerais préciser une chose. Oui, Valentin. Je n'ai pas donné, j'ai pas eu à dire que la sagesse se définit par rapport au genre. Ouais. Non. Tu n'as pas genré Je n'ai pas genré la sagesse. La sagesse, oui. Merci. D'accord. Donc, mais c'est parce que tout à l'heure tu parlais des femmes, quand il y a beaucoup de femmes, donc. Non, je dis dans la mesure où souvent c'est beaucoup de parlotte et pas dans le sens péjoratif, plus dans la mesure où elle parle. Ok. Au lieu de trouver parfois, c'est pas souvent facile pour elle de trouver des solutions. Ouais. C'est pas souvent facile, mais après de multiples conversations, une solution peut se trouver. Mais c'est souvent dans le cadre où ça parle. Beaucoup de conversations, beaucoup de si j'étais à ta place, beaucoup de comparaisons. Mais très peu de solutions. Très peu de solutions, mais au final, des solutions arrivent toujours à en sortir. D'accord. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Edwin, on a parlé justement, je crois que Regina a soulevé une réalité. Je pense que peut-être que tu vas aussi aller dans ce même sens-là. C'est une réalité qu'on vit, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un peu, on va dire, corrompu la sagesse, dans le sens où, comme elle a souligné, c'est celui qui a les moyens, le plus nanti généralement qui prend la parole. Et comme elle a souligné, généralement, argent et sagesse ne font pas bon ménage. Et malheureusement, ce sont souvent ces gens-là qui viennent trancher. À quel moment, justement,
on a basculé. À quel moment, potentiellement, la transmission s'est faite, le passage de témoin, de celui qui est le plus riche, qui doit prendre la parole, qui doit trancher les litiges, que celui qui a plus de sagesse à ce niveau-là, selon toi? Est-ce que quelque part aussi, ça ne nous complique pas un peu la tâche aujourd'hui, puisque tu parles d'absence de sagesse? Est-ce que ça ne nous complique pas la tâche quelque part? À quel moment ça a basculé, je ne saurais le dire. Ouais. C'est au moment où la société est devenue très matérialiste. Ouais. La preuve, il n'y a qu'à voir par exemple l'organisation des mariages coutumiers. On ne va pas chez cette personne-là, comme j'ai dit, qui est détentrice de cette sagesse-là. On aurait plus tendance à aller comme faire une démonstration au domicile de celui qui est plus nanti pour dire oui, mon parent a une belle maison, donc c'est chez lui qu'on va organiser et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'expliquer. Est-ce que c'est pas aussi cette absence de legs? Parce que justement, la génération avec laquelle nous grandissons en ce moment, cette génération que nous représentons, on a l'impression qu'effectivement nos problèmes, comme elle a dit, ça se règle sur les réseaux sociaux et très peu dans la famille. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi vraiment cette absence de legs? Parce qu'on a l'impression qu'on grandit, mais on n'a pas eu cet héritage-là, ce process-là, en fait, ce processus-là de s'asseoir et d'en parler. Bon, après, il y a du tout avec la mondialisation. Hein. Ouais. On ne peut pas dire que toutes les familles sont complètement déconnectées. Malheureusement, le constat, il est là. Ouais. C'est que la majorité, pour ne pas dire le grand nombre, verse dans ce qu'on est en train de dénoncer, en fait. Ouais, et c'est qui est malheureusement triste, les amis. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Régina, je rappelle, tu es étudiante en communication. Merci d'avoir participé à Génération News. Ça a été un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Tu reviens quand tu veux. Valentin, écrivain, mannequin, toujours un plaisir. Hein. Tu reviens, j'ai envie de dire Génération News, c'est chez toi. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Merci d'avoir participé à Génération News. C'est moi qui te remercie. Et puis Edwin, un habitué aujourd'hui vu sur les réseaux sociaux comme le consultant de Génération News. En tout cas, merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis. Vous l'aurez compris, les amis, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.